Et je tiens tout d'abord à vous remercier aussi pour cette opportunité de vous présenter ce sujet aujourd'hui. Donc, je vais commencer. Alors, attendez, est-ce que vous voyez les diapositives passer? Oui, c'est bon. Très bien. Je vais commencer donc juste sur une introduction. Donc, comme vous le savez, 75% des maladies infectieuses humaines émergentes sont depuis ces dernières décennies d'origine animale. Ceci est dû bien sûr à différents facteurs tels que les facteurs anthropiques, la perte de biodiversité, qui donc vont permettre une réelle proximité entre la faune sauvage et l'homme et donc la transmission de ces agents pathogènes. Afin de prévenir ces zoonoses, il est donc important de réduire les pressions existantes sur l'environnement et d'appréhender ces zoonoses d'une nouvelle façon, telle que par une approche une seule santé, qui correspond à une approche intégrée, systémique et unifiée entre la santé animale, la santé humaine et la santé environnementale. Il est important également de noter que depuis ces dernières années, la faune sauvage mammifère, mais également aviaire, est donc porteur d'agents pathogènes zoonotiques qui vont être transmis à l'être humain du fait d'une proximité de plus en plus importante, mais également à d'autres espèces aviaires présentes au niveau de cheptel, et ceci est à contrôler ces dernières années. Donc, les oiseaux ont démontré une plus faible susceptibilité aux agents pathogènes zoonotiques que les espèces carnivores, comme il vous est montré sur la diapositive. 43% d'espèces carnivores présentent une forte susceptibilité aux agents pathogènes zoonotiques contre 18% dans la vie faune. Ceci peut être dû à une température corporelle élevée des oiseaux, qui est de l'ordre de 41 degrés contre 37 degrés dans les espèces mammifères dans la majorité des cas, à la présence d'un excellent système immunitaire et à la spécificité des souches, donc de ces agents pathogènes zoonotiques. La transmission et la diffusion de ces agents depuis l'avifaune va être favorisée donc par les jeunes oiseaux ou par les individus présentant un système immunitaire défaillant. La diffusion principalement de ces agents va être intensifiée et bien plus rapide dans les élevages de volailles. Donc, comme vous le savez, il y a vraiment une réelle proximité entre ces individus et si un agent pathogène est présent, la diffusion de ce dernier va être amplifiée, accentuée et donc bien plus rapide. Celle-ci peut être également observée lors de la capture d'oiseaux sauvages, puisque à ce moment-là, nous ne savons pas quels sont les agents pathogènes présents chez ces individus pour des raisons donc soit d'ornement, donc pour une domestication de ces oiseaux. Et donc là, il est très important d'identifier ces derniers. L'avifaune est également hôte réservoir et ou amplificateur. Ceci peut être observé lors de contacts de proximité et de cohabitation entre les espèces aviaires sauvages, les espèces aviaires domestiques, mais également au niveau des élevages intensifs, vous avez une proximité entre ces espèces de volailles, mais également d'autres espèces de ruminants, d'autres espèces, d'autres cheptels, qui, au vu de cette cohabitation, donc la transmission et la diffusion des agents pathogènes, seront amplifiées. Cette transmission peut être également due à des contaminations dans l'environnement, au niveau de l'air, de l'eau, pas la nourriture, mais également au niveau de différents objets utilisés pour les productions. L'avifaune est également utilisé comme hôte intermédiaire, porteur de différents vecteurs, notamment la tique, pour la transmission de ces agents pathogènes par l'intermédiaire de tiques, notamment la maladie de Lyme, par exemple. Pour la suite de la présentation, nous différencierons donc ce qu'il se passe au niveau des élevages intensifs de volailles, de ce qui est observé au niveau des oiseaux migrateurs et urbains, et enfin les oiseaux captifs, donc présents au niveau des parcs zoologiques, ou des oiseaux d'ornement utilisés dans la domestication et présents très proches à l'homme. Donc, comme vous le savez, les élevages intensifs donc il y a eu une modification du système traditionnel de production animale. Ceci est dû à une croissance rapide de la population mondiale et donc à une augmentation de la demande en protéines animales. Pour cela, nous avons répondu en intensifiant le système de production et en mettant en place ces élevages intensifs de volailles, donc une densification des populations, ce qui va conduire à une diffusion bien plus rapide de l'agent pathogène si agent pathogène est introduit dans ces élevages. Il y a également une modification de l'écologie environnementale qui est à noter. Nous allons distinguer ce qu'il se passe en Europe de ce qu'il se passe en Asie du Sud-Est. Donc là, j'ai tenté de vous mettre les espèces principales qui sont présentes dans ces élevages de volailles, à savoir les poules, les dindes et les oies, contrairement à ce qui est présent en Asie du Sud-Est, où là, il s'agit de l'avifaune aquatique présente sur des marchés ouverts, donc un style complètement différent par rapport à ce que nous faisons en Europe,
où ces espèces sont en réelle proximité avec l'homme sur ces marchés, mais également d'autres espèces d'oiseaux et d'autres espèces mammifères, bien moins contrôlées que ce qu'il en est actuellement sur le territoire. Et donc, d'où une augmentation de cette diffusion d'agents dans les élevages. Donc là, j'ai voulu continuer en vous présentant deux zoonoses principales d'origine alimentaire en Europe, à savoir les salmonelloses et les campylobactérioses. Donc ces zoonoses sont corrélées aux pratiques alimentaires de l'homme et non à la vie faune elle-même. Donc en exemple, nous avons Salmonella enteritidis, qui est responsable de nombreux foyers infectieux en Europe et qui présente une résistance forte dans l'environnement, dans des conditions d'humidité, de température et de pH assez différentes. Et celle-ci est transmise par voie fécale via les oiseaux. Donc, je vous ai donné le chiffre de cas recensés en 2022, quand même assez conséquent, avec plus de 65 000 cas d'infection rapportés en Europe. L'autre agent pathogène correspond à Campylobacter jejuni, qui, là, comme vous pouvez le voir, le nombre de cas a doublé par rapport à Salmonella enteritidis. Et là, la volaille est un réservoir naturel de cette bactérie et la contamination va principalement se faire au niveau des abattoirs via les carcasses de ces oiseaux. Pour continuer cette présentation, j'ai voulu faire un point sur les maladies émergentes transmises principalement par les oiseaux migrateurs et les oiseaux urbains qui vont être en contact avec différents hôtes, notamment, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, les hôtes plus ou moins domestiques ou péridomestiques. Il y a également une proximité avec les hôtes mammifères, dont l'homme, avec la transmission potentielle directe d'agents zoonotiques ou par l'intermédiaire de vecteurs hématophages, notamment moustiques et tiques, où là, les espèces d'oiseaux seront des hôtes amplificateurs et donc qui permettront l'infection de ce vecteur hématophage qui pourra alors se nourrir sur les espèces mammifères et qui, elles, sont considérées comme hôtes accidentels, cul-de-sac épidémiologique de la maladie, mais qui pourront développer des symptômes assez conséquents. Nous en avons discuté tout à l'heure. Les oiseaux migrateurs et urbains sont utilisés également comme portage pour des vecteurs, et notamment les tiques, qui, elles, vont être responsables donc de la circulation de ces agents, donc d'un endroit A à un endroit B, via les couloirs migratoires utilisés par l'avifaune sauvage. Donc la migration, c'est ce qui caractérise totalement cette avifaune sauvage. Donc les espèces migratrices aviaires sont des individus les plus mobiles de la planète. Sur la carte à la droite de la diapositive, où sont représentées les 8 grandes voies de migration. Donc ces oiseaux sont des oiseaux sans frontières, capables de se déplacer sur de très longues distances. Et donc cette voie de migration va couvrir l'aire géographique lors du cycle annuel qui comprend l'ère de nidification, de reproduction, à l'ère de non-reproduction donc cette voie de migration de liaison. Donc, il faut savoir qu'au vu de ce qu'il se passe actuellement, ces aires de quiétude pour ces oiseaux migrateurs sont de plus en plus réduits. Il y en a de moins en moins. Donc, ce qui veut dire que des espèces aviaires qui ne se retrouveraient pas en contact auparavant seraient présentes au même endroit, d'où la diffusion aussi de ces agents pathogènes entre différentes espèces aviaires. Pour continuer, j'ai pris l'option de vous présenter deux espèces d'intérêt. Tout d'abord, une bactérie, Chlamydia psittaci. Donc, cette bactérie est un agent pathogène aviaire zoonotique qui n'infecte pas seulement les oiseaux et qui n'est pas la seule espèce de chlamydia capable d'infecter différents hôtes aviaires qui vous sont représentés sur la diapositive, mais également des hôtes mammifères, dont le cheval et le kangourou. Il s'agit d'une bactérie. Donc, sur la gauche de la diapositive, vous avez la taxonomie de celle-ci, où nous pouvons voir Chlamydia psittaceae dans la famille Chlamydiaceae, bien sûr. Et sur ces arbres phylogénétiques, vous est représentée la distribution donc, de ces agents pathogènes, où les Chlamydiaceae entre les espèces aviaires et mammifères sont très proches, donc en bleu sur cet arbre phylogénétique au niveau du cluster, mais sont également retrouvés dans l'environnement, comme donc sur le petit arbre en bas de la diapositive. Il s'agit d'une bactérie intracellulaire obligatoire, donc, dont les corps élémentaires peuvent persister des mois dans l'environnement et sont infectieux, contrairement aux corps réticulés qui seront dans la bactérie et eux qui sont métaboliquement actifs uniquement. Cette maladie est observée chez plus de 450 espèces d'oiseaux dont la répartition est mondiale avec des signes cliniques caractéristiques tels que l'anorexie, la faiblesse, des écoulements nasaux et les facteurs de stress tels que les surpopulations dont nous avons pu parler tout à l'heure, la malnutrition, vont induire une diminution de l'immunité et donc une augmentation de ces cas.
Qu'en est-il de Chlamydia psittaci? Elle va être présente chez des oiseaux symptomatiques, mais également présente chez des oiseaux porteurs. Donc, elle est présente au niveau intestinal et sera transmise par voie fécale. La transmission de cet agent pathogène va bien sûr dépendre de la virulence de la souche et de la sensibilité de l'hôte. Et donc, il y a différentes espèces en présentes, telles que le canard ou le pigeon. Chez les espèces mammifères, celle-ci a été décrite, et notamment différents hôtes, tels que le perroquet, le pigeon, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, le cheval, et il s'agit d'un réel problème de santé publique au vu de son risque zoonotique pour l'homme. Il y a différents foyers et les sources de contamination ne sont pas toujours évidentes à identifier, avec des risques professionnels pour ceux travaillant dans l'industrie avicole, mais également des cas sporadiques associés aux oiseaux de compagnie. Donc là, vous avez les différentes catégories à risque et la transmission de l'homme via l'inhalation ou par les transmissions oropharyngées. Chez l'homme, les signes communs vont être assez brutaux, apparition brutale avec des fièvres. Il peut y avoir des signes quand même assez sévères de myocardite et donc des prises de sang qui vont permettre de mettre en évidence cette infection avec des traitements présents pour une rémission des symptômes qui va pouvoir se faire dans les 72 heures. Mais il faut savoir que ces cas sont sous-diagnostiqués en France, donc différents articles le démontrent, mais environ une vingtaine par an. Donc en résumé, pour cette bactérie, celle-ci peut entraîner des infections graves. Il s'agit d'une maladie sous-diagnostiquée. Donc ces cas vont être identifiés uniquement via des enquêtes médicales et vétérinaires. Et les sources de contamination sont très difficiles à identifier, ce qui va nécessiter l'identification des souches. Maintenant, je vais vous présenter un virus qui m'est très cher puisque je travaille dessus. Il s'agit du virus West Nile, qui est un flavivirus circulant, réémergent en France et en Europe, et pour lesquels il est très difficile d'anticiper ces différentes crises. Cet arbre phylogénétique vous présente les différents flavivirus circulants. Donc, il s'agit de la famille Flaviviridae et du genre Flavivirus. Le virus West Nile se localise dans la clade Culex, à proximité d'un autre virus circulant d'importance en Europe à potentiel zoonotique, le virus Uzutu, tous deux appartenant au sérocomplexe de l'encéphalite japonaise, qui va induire des difficultés lors des tests diagnostiques. Voici le cycle de transmission spécifique du virus West Nile avec un premier cycle oiseau-moustique-oiseau. Et comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, le moustique peut alors décider de piquer donc une centaine d'autres mammifères, dont l'homme. Et là, la transmission au sein de la population humaine va se faire via les produits du corps humain lors de transfusions et lors de greffes. Et là, les conséquences peuvent être vraiment dramatiques. Donc là, l'avifaune a un rôle central dans l'introduction et dans l'endémicité de ce virus West Nile. Donc ce virus a été régulièrement introduit depuis le berceau africain et va induire une mortalité rare et isolée au niveau de différentes populations aviaires, notamment les corvidés, les passereaux et les rapaces diurnes. Donc ici, vous sont décrits les différents signes cliniques qui vont être développés par ces hôtes aviaires avec une difficulté à voler, un port de tête anormal, une faiblesse, une léthargie, et différentes expérimentations animales ont démontré que plus de 250 espèces d'oiseaux sont compétentes pour le virus West Nile et peu au niveau des espèces que nous connaissons plus domestiques telles que les galliformes ou le pigeon qui est présent au niveau urbain. Chez l'oiseau, contrairement à l'homme, la pathogénèse présente un tropisme bien plus large. Chez l'homme, elle va se concentrer au niveau de l'encéphale avec une infection chronique des reins et différents autres organes tels que notamment le foie et la rate. Donc, au niveau actuellement, en surveillance, nous pouvons uniquement détecter les cas symptomatiques neuro-invasifs. Donc, comme je vous l'ai montré ici, il s'agit du haut de l'iceberg, avec des formes asymptomatiques dans la majorité des cas et une infection bénigne avec des syndromes pseudogrippaux pour lesquels les animaux tels que le cheval ou alors l'homme vont pouvoir guérir très facilement. West Nile est un arbovirus qui a un agenda complètement imprévisible. Ici, vous sont présentés les nombres de cas recensés depuis les années 2010, où nous avons pu observer en 2018 une explosion de ce nombre de cas, 1993 cas, pardon, qui ont été répertoriés par l'ensemble des États membres au niveau européen, et 2023, 2022, 2023, également un grand nombre de cas, avec une extension de la zone de distribution du virus West Nile, qui a été mise en évidence dans l'avifaune, premièrement, chez les équidés et enfin chez l'homme en 2023, avec, comme vous pouvez le voir en France, un foyer aviaire représenté par des points oranges sur la côte atlantique, qui nous a beaucoup demandé d'activité au sein du laboratoire l'année passée. Ceci a été corrélé
avec donc des changements climatiques importants. Donc là, je vous ai présenté les augmentations de température auxquelles nous faisons face depuis les années 2018. Et ces augmentations de température, associées à des printemps donc chauds et longs, une sécheresse et des inondations, vont favoriser la transmission de cet agent pathogène, mais vont aussi avoir un impact sur les couloirs migratoires des hôtes aviaires qui sont impliqués dans le premier cycle de transmission du virus West Nile. Donc, en conclusion de cette première présentation, donc les zoonoses fauniques sont vraiment au cœur des inquiétudes en santé publique et vétérinaire, puisqu'il est très difficile de les anticiper et bien sûr de nous protéger face à ces dernières. Donc, l'avifaune sauvage va être un réservoir d'agents zoonotiques variés, tels que les flavivirus, les chlamydia, les salmonella. Donc, il y a énormément d'agents pathogènes qui peuvent être présents au niveau de cet avifaune sauvage. Il s'agit bien sûr d'individus sans frontières via les couloirs migratoires qui vous ont été présentés tout à l'heure et qui vont être impliqués dans l'introduction, l'endémicité, la transmission et la diffusion de ces agents pathogènes zoonotiques. Pour prévenir ces zoonoses et les contrôler, il est indispensable de changer notre approche de surveillance, de changer notre vision et de vraiment tous se mettre à cette approche intégrée et intersectorielle qu'est l'approche Une seule santé, donc l'approche One Health. Donc, bien sûr, pour tout ceci et pour pouvoir prévenir et anticiper ces zoonoses, il est important d'apprendre de ces dernières et de se préparer à ces futures émergences, de prendre en compte les diverses pratiques agricoles qui peuvent être modifiées, qui peuvent être différentes en fonction de la localisation mondiale, les productions alimentaires saines, durables, respectueuses bien sûr des écosystèmes, et de vraiment lutter contre ces changements climatiques et la perte de biodiversité qui vont avoir un impact sur la faune sauvage et la vie-faune. Et donc, quoi de mieux que de continuer cette présentation en vous présentant ce qu'il se passe pour la grippe aviaire. Et donc, je vais laisser la parole à ma collègue Béatrice Graland. Je tiens tout d'abord à remercier bien sûr l'ensemble des personnes qui travaillent avec moi sur les zoonoses équines, mais également du coup zoonose aviaire, qui est le virus West Nile, et l'ensemble de nos partenaires au niveau national et européen. Et je vous remercie pour votre attention.